À la une de ce journal, renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations du Sahel. Le projet RECOSA se présente aux bénéficiaires et aux autorités de la région. Ses objectifs et ses ambitions à découvrir dès le début de cette édition. Alerte au Covid-19 dans les hauts-bassins. Alerte donnée aux différents leaders religieux et coutumiers concernant une nouvelle vague de contamination. Il faut donc revoir la copie des bonnes pratiques de lutte contre la propagation du coronavirus. À suivre le point complet de la rencontre du comité régional de riposte à Bobo-Dioulasso. Élection présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane sont qualifiés pour le second tour. Un second tour prévu pour se tenir le 20 février prochain, une actualité que nous développerons en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision du Burkina. C'est un projet qui a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations de la région du Sahel. Mais l'objectif principal demeure la promotion du vivre ensemble. Le projet renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations du Sahel s'étend sur 48 mois. Il est présenté aux bénéficiaires et aux autorités à Dori, suivant le reportage de Souleymane Kwanda et Pini Dienyanou. RECOSA, renforcement de la résilience et de la cohésion sociale, c'est le tout nouveau projet qui vient de naître dans la région du Sahel. Bundouré, Mansila, Seba Solhan et Tankoukounadie dans la province d'Iyaga, Bani, Sampelga dans le Sénon sont les communes bénéficiaires. Il s'agit ici pour les acteurs de présenter les objectifs du projet, le budget, les partenaires et notamment faire le bilan de l'ancien projet RESA qui donne naissance à RECOSA. Et il y a un ciblage qui est fait, il y a un ciblage des bénéficiaires qui est fait et nous cherchons à identifier en fait les couches les plus vulnérables en fait de la population. Et lorsque nous arrivons à identifier les couches les plus vulnérables, alors nous commençons par les plus pauvres, ceux qui ont besoin beaucoup plus de l'aide. C'est cette couche-là qui nous intéresse en fait, afin de les ramener au niveau moyen voulu. Environ 3000 ménages bénéficieront d'un paquet intégré sur les filets sociaux. Plus de 396 000 personnes bénéficieront des activités communautaires de santé et hygiène. De quoi régit le premier responsable de la région. C'est des choses dont nous avons de plus en plus besoin aujourd'hui dans notre région du Sahel. Résilience. Intervenir pour aider les populations, les groupes sensibles comme les enfants malnutris. C'est un fléau que nous avons aujourd'hui dans nos régions. Et je me réjouis qu'il y ait des hommes et des femmes qui se sont levés pour aider les populations à régler ce genre de problème. Le projet RECOSA est à cheval entre le Niger et le Burkina. Il est mis en œuvre par le consortium des ONG, Humanité et Inclusion, Médecins sans frontières, Notre entre autres, avec un budget de 17 millions d'euros pour une durée de 48 mois. Quelle solution à l'occupation des aires classées par les groupes armés? La question est au centre d'une rencontre à Ouagadougou. La nouvelle stratégie nationale de surveillance des aires classées et son plan d'action prend en compte cette préoccupation. L'atelier de validation du document est suivi par Jean-Eudes Bayala et Issa Kanana. La stratégie nationale de surveillance des aires classées et son plan d'action, objet d'échange à cet atelier. Il s'agit pour ces participants de définir une stratégie claire pour faire face aux difficultés de gestion de ces aires, difficultés qui se résument au braconnage, l'orpaillage, l'occupation illégale de ces zones par des groupes armés. Depuis presque 5 ans, nous ne sommes plus dans nos zones de chasse. Et rien qu'hier, la dernière concession qui était encore vivable vient d'être saccagée, à l'est toujours. Donc c'est l'occasion de profiter de la réunion-là pour que réellement on nous appuie pour que nous puissions rejoindre nos concessions. L'objectif affiché par le ministère en charge de l'environnement est donc clair, doter le Burkina Faso d'un document de surveillance adapté au contexte actuel. Nous avons beaucoup d'experts qui sont avec nous
nous allons parcourir ensemble le document de stratégie et ils vont nous accompagner donc, dans la sélection donc, des activités pertinentes à même de nous amener à circonscrire également les problèmes nouveaux que nous avons dans nos aires classées, le terrorisme et les autres actions illégales. Les propositions contenues dans ce rapport en cours de validation par les acteurs en charge de l'environnement seront immédiatement appliquées selon le secrétaire général du ministère. La mise en œuvre de cette stratégie couvre la période 2021-2025. La fin d'année qui rime avec évaluation des activités et validation de nouveaux plans d'action, l'exercice réunit le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision et les mutilations génitales féminines. La rencontre devra accoucher d'un nouveau référentiel pour la période de 2022 à 2026. Siela Sina Ouattara et Messoula Ndigma pour les précisions. Coronavirus oblige, c'est l'unique session statutaire de l'année 2020 du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Il s'agit au cours de cette assemblée générale de faire le bilan du plan de travail 2020 et de dégager les perspectives pour l'année 2021. Au plan international, je peux dire que sous le leadership du Burkina Faso, la Commission des droits de l'homme de Suisse a pu faire adopter la résolution 4416 et ce référentiel au plan international sera opérationnalisé au plan national. Également, vous savez, le président du Faso est le champion de l'Union africaine pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines et à ce niveau aussi, il faut dire que le plan d'action a été élaboré au cours de cette année et adopté au cours de cette année. Pour pouvoir capitaliser toutes les actions sur le terrain, nous sommes dans un processus de mise en place d'une fêtière nationale, des organisations, des associations et ONG de lutte contre la pratique de l'excision dans notre pays. Les membres du Conseil sont donc appelés à apprécier les activités de mobilisation menées sur le terrain malgré la crise sanitaire et sécuritaire et à évaluer le plan stratégique national pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines qui prend fin cette année, ce qui va leur permettre d'élaborer un nouveau référentiel 2022-2026. Des journalistes sur les traces du projet Nertamba dans les régions du Nord et du Centre-Nord. La caravane de presse organisée par le réseau des journalistes pour la promotion du genre permet aux femmes et hommes de médias d'avoir des échanges avec les bénéficiaires du projet à Waiguya et à Kaya, un projet qui a pour objectif le renforcement de la résilience des populations vulnérables. On fait le point de la tournée avec Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. La coopérative Femmes Solidaires de Waiguya transforme depuis 2013 les produits forestiers non ligneux en produits cosmétiques. En 2019, elle a bénéficié du projet de gestion participative des ressources naturelles et du développement durable Nertamba, un accompagnement qui lui a permis de renforcer ses activités. On a bénéficié d'un montant d'1 million avec une contribution de 100 000 francs. Avant, pour avoir la matière première à temps, c'était un problème. Puis c'est pour avoir les prêts, il faut des garanties. Mais avec le soutien de Nertamba, nous avons eu du matériel dont on voulait. Et puis nous avons eu encore de l'argent qu'on a pu stocker de la matière première. À la fin de chaque mois, chaque femme a quelque chose pour amener à la maison. Grâce au projet Nertamba, les membres du groupement Sidlawende de Waiguya, spécialisés dans la fabrication de bouillies infantiles, ceux de la coopérative Simplifier la Filabumbu du Centre-Nord, ont également vu leurs conditions de vie s'améliorer. S'ils pouvaient accompagner d'autres femmes, parce que chaque fois les gens viennent vers nous pour demander comment nous on a fait pour avoir ça. Et si on est seul dans la région ou bien dans la province, toi tu gagnes et puis les autres ne gagnent pas, c'est pas bon. Dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, les femmes sont les grandes bénéficiaires du projet Nertamba et cela grâce à ces techniques de ciblage.
le ciblage de ces bénéficiaires, de ces personnes vulnérables a été fait de concert avec l'ensemble des acteurs, étant donné que c'est les communautés eux-mêmes qui se connaissent en leur sein et qui développent. Et ce ciblage a été rendu possible aussi au regard du fait que le projet, dès son acte, le début de ses interventions, a fait élaborer un document de stratégie et genre et ciblage qui détermine les critères spécifiques qui permettent aux différents acteurs d'être efficaces sur le terrain. Au niveau des aménagements, les femmes ont souvent plus de 50% de parcelles. Au niveau des financements des micro-projets, elles ont une discrimination positive dans leur contribution qui va de 5 à 10%, alors que pour les adultes, ça va autour de 20%. Après 6 années de mise en œuvre, le projet Netamba a pu aménager des milliers d'hectares de bas-fonds, récupérer des terres dégradées, financer de nombreux micro-projets et former les bénéficiaires à des thématiques liées à l'élevage, à l'agriculture et à l'environnement. De Wayuguya à Kaya, les membres du réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion du genre ont pu constater ces réalisations et percevoir les méthodes mises en œuvre pour réduire les inégalités entre l'homme et la femme. Vente de presse réalisée dans le cadre du partenariat qui lie le réseau au projet Netamba. C'est un rendez-vous devenu traditionnel, celui où la commune de Ouagadougou marque un arrêt pour rendre hommage à la Brigade Verte. La Brigade Verte, ce sont ces femmes qui assurent la propriété de la ville de Ouagadougou et dont le travail quotidien est tout sauf une sinécure. C'est donc en toute logique qu'elles reçoivent les félicitations appuyées du bourgmestre et son équipe. Voyons cela avec Nongbat Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. Pour la propriété de la ville de Ouagadougou, elles sont sur pied dès 4 h du matin. 3000 femmes, 97 équipes qui se relaient 3 fois par semaine pour améliorer le cadre de vie des Ouagavillois. Quoi de plus normal de rendre hommage à cette brigade verte à la base de l'une des renommées de la capitale, Ouagala Belle ou Ouagala Propre. C'est une reconnaissance que nous venons leur faire pour le travail qu'elles font avec si peu de moyens. Occasion de faire le bilan de l'année finissante, surtout de jeter un regard sur la mise en œuvre de certains engagements. Nous avions un grand projet de créer une société d'économie mixte avec des partenaires techniques et financiers et la commune, où toutes ces femmes étaient promises pour être employées. Malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, tous ces projets ont été mis sous veilleux. Nous avons bon espoir que courant l'année 2021, ce projet va voir le jour. En attendant, ces femmes appellent de leur vœu le renouvellement et le renforcement des équipes. Certaines de nos vieilles sont malades ou trop vieilles car certaines totalisent 25 ans dans le balayage. Elles ne peuvent donc plus bien faire le travail comme avant. Nous demandons leur remplacement par un membre de la famille et les ressources resteront dans la famille et le travail sera mieux. C'est vrai qu'il y a des problèmes de salubrité et qui sont posés parce que la ville a grandi. Le nombre n'a pas augmenté, elles sont 3000. Il y a une capacité financière que nous n'avons pas. Mais il faut se dire que la salubrité ne doit pas être seulement l'affaire de ces seules dames. Pour permettre à ces combattantes de la salubrité d'agrémenter leur fête de fin d'année, le maire et son équipe leur remettent 8 tonnes de vivres et une enveloppe financière des millions de francs CFA. Des statistiques en rapport avec la paix et le développement durable, c'est autour de cette thématique que se tiennent les journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est ici question de statistiques fiables et adaptées pour le système éducatif national en pleine mutation. Précision, Amado Ilboudo, Sekou Zongo. Ils sont tous des acteurs chargés de la collecte des données statistiques au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
Réunis à Ouagadougou à la faveur des journées des statistiques de l'éducation et de l'alphabétisation, ces acteurs devront ainsi présenter les différentes productions afin de les diffuser. Nous avons un annuaire statistique qu'il faut chaque année en tout cas produire, et actualiser les différentes informations et données statistiques sur dans cet annuaire-là. Et en tout cas au niveau du ministère, on arrive à relever ce pari-là de produire cet annuaire statistique-là chaque année. Il faut dire aussi qu'en termes d'amélioration des outils, vraiment nous faisons en sorte que la donnée en tout cas vienne depuis la base. Ces journées des statistiques se fixent donc pour objectif de doter le ministère en charge de l'éducation nationale de données fiables à même d'orienter les décisions. Nous sommes dans un contexte d'abord d'insécurité qui a bouleversé un peu le système éducatif, qui a eu beaucoup d'impact sur le système éducatif. Donc il faut avoir des informations et des données fiables pour voir comment est-ce que nous allons apporter la meilleure des réponses dans cette situation d'urgence-là. Ensuite, nous avons eu la pandémie de la Covid-19 et qui a aussi impacté le système éducatif avec la fermeture des écoles. Et pour apporter aussi une réponse adaptée, une réponse appropriée, il faut avoir des données statistiques fiables. À ce rendez-vous annuel, les statisticiens du ministère de l'Éducation mènent la réflexion autour de la thématique principale, moderniser des systèmes statistiques nationaux pour fournir des données en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique. Une nouvelle vague de contamination enregistrée en fin d'année et dans les hauts bassins, le comité de riposte Covid-19 tire la sonnette d'alarme. Il faut renouer avec le respect des mesures barrières et les bonnes pratiques de lutte contre la maladie à coronavirus. Les leaders religieux et coutumiers sont informés de l'évolution de la situation sanitaire en vue de leur implication dans la lutte. La rencontre à Bobo-Dioulasso est suivie pour nous par Drissa Traoré et Ali Traoré. Après une période d'accalmie, de nouveaux cas de Covid-19 sont signalés dans la région des Hauts-Bassins. Une région qui enregistre à la date du 30 décembre 2020 197 cas actifs. C'est l'information principale donnée à cette rencontre entre le comité régional de gestion des épidémies dans la région des Hauts-Bassins et des leaders religieux. Vous savez que les religieux, jusqu'à preuve de contraire, ils sont écoutés. Donc, dans leur sermon, ils peuvent quand même beaucoup évoquer le corona et puis demander aux gens de se protéger et puis protéger les autres. Il y a un relâchement au niveau de toutes les communautés. Et ces temps-ci, ce qui explique une augmentation des cas, tant à Bobo-Dioulasso que dans la région des Hauts-Bassins. Et il est normal que le comité de gestion des épidémies puisse encore imaginer d'autres stratégies pour aller au plus près des communautés, pour porter le message, un message qui va encore remobiliser les populations. Notons que c'est le 12 mars dernier que la région des Hauts-Bassins a enregistré son premier cas de Covid-19 sur la mine d'or de Houndé. Et de mars à fin décembre, ce sont au total 1369 cas enregistrés dans la région. Et sur les 1369, nous enregistrons malheureusement 28 cas de décès. Et le dernier décès en date, c'était hier 30 décembre. Et c'était une patiente, malheureusement, de 21 ans, et qui, bien sûr, vient nous dire que les jeunes peuvent en mourir. Le respect des gestes barrières reste donc le maître mot. Il est donc demandé aux participants de servir de relais auprès de leur base communautaire afin d'éviter la propagation de la maladie. Et l'on se rappelle les tradipraticiens qui ont, dès les premières heures de la crise sanitaire liée au Covid-19, manifesté leur volonté d'apporter leur contribution à travers la médecine traditionnelle. Eh bien, le 29 décembre dernier, un atelier d'inventaire et de sélection des recettes de plantes proposées dans la prise en charge des malades du coronavirus permet de valider ces outils et les projets de recherche retenus bénéficieront de financement. Voyons tout cela avec Sila Ouattara et Issa Kanana. Lutte contre la maladie à coronavirus, la pharmacopée traditionnelle pourrait être une alternative au Burkina Faso. C'est du reste la conviction de tous ces acteurs intervenant dans le domaine de la santé. Réunis en comité ad hoc, ces acteurs du système national de santé auront la mission de valider la fiche d'inventaire d'environ une centaine de recettes traditionnelles proposées par les tradipraticiens de santé dans la prise en charge des malades du Covid-19. Avant la Covid, il y avait une maladie comme semblable
dont les traduits praticiens soignent. Alors quand le Covid est venu, on continue à soigner et on a donné des recettes peut-être qui peuvent arranger, qui peuvent soigner peut-être le Covid. Comme l'OMS le recommande, on ne peut utiliser les recettes que sur la base de preuves scientifiques qui apportent l'innocuité et l'efficacité de ces produits-là. Donc, il y a une démarche scientifique qui nous est imposée et c'est cette discussion-là qui a été engagée entre les chercheurs et les traduits praticiens pour qu'on puisse s'accorder vraiment sur un partenariat et un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Cet atelier de validation sera également une occasion pour les acteurs de la recherche de présenter les projets retenus pour bénéficier des financements du FONRID, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Et au chapitre célébration du passage à la nouvelle année, c'est dans le camp des déplacés internes de Ira-Weguya que nous nous rendons pour vivre la nuit du 31 décembre. Il y a certes une belle ambiance de fête, mais au fond, un seul vœu reste cher à tous ici, le retour de la paix au Faso, afin que chacun puisse rejoindre son village d'origine. Le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les personnes déplacées internes, c'est ce à quoi nous invitent Constantin Ouedraogo et Abdul Rasmanezongo. Avec de modestes moyens de bord, ces pensionnaires ont enterré à leur manière 2020 et accueilli 2021. Spaghettis, viande, sucreries, thé, balles populaires ou danses poussieuses ont couronné ou rehaussé l'éclat de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. À 0 heure pile, du champagne, de la sucrerie telle le binôme Coca-Cola et Fanta est joyeusement utilisé pour porter le toast. Marmites et autres ustensiles de cuisine, ici à l'image, se sont vidés en grande partie de leur contenu alimentaire et attendent d'être curés plus tard. Aujourd'hui, c'est le jour de fête du 31. C'est ça qu'on est ici. On a fait la fête, on a mangé, on a boit. Nous sommes contents aujourd'hui. Nous sommes très contents. C'est pour cela que nous voulons fêter et ambiancer en même temps. Que l'année soit une année de succès, de bonheur, de paix. Il y en a aussi qui dansent en aparté pendant que se déroule la séance de thé, en groupe ou en solitaire. Chacun y va de sa manière pour exprimer sa joie, mais la véritable source de bonheur reste le retour définitif chez soi. On souhaite que l'année prochaine, les parents retournent au village avec la paix et la joie. 360 personnes déplacées internes venant de 2 communes sont installées depuis plus d'1 an sur le site de Ira à cause de l'insécurité et n'ont qu'un seul vœu, la paix et le retour à domicile. Oui, entamer la nouvelle année dans la bonne humeur, le pari est encore relevé par les organisateurs de Bonne Année Ouistiti d'Or, humour, décentralisation et relance des activités socio-économiques et culturelles. C'est le thème de ce rendez-vous humoristique édition 2021. Sur la scène du Sénasa hier, une belle brochette de faiseurs de rire. La soirée nous est contée par Gérard Sommet et Pascal Canet. Tradition respectée par les Ouistiti d'Or et un public qui répond présent. Hier soir au Sénasa, le public a pu découvrir de nouveaux talents de l'humour avec à la clé des fous rires et de la bonne humeur. Ma copine, tu as vu non? Si je t'explique ce soir-là, combien de gibier m'a habillé ce soir? 3. Vous voyez ma perruque? Elle est jolie, non? Si je t'avais habillé ma perruque, tu ne vas même pas croire. S'il fait comme ça et puis il n'y a pas de réaction, il le regarde dans la peau. S'il voit qu'il y a des gens là-bas, il dit Cette 11e édition de l'Université d'Or rend hommage à Abdoulaye Komboudri, un des comédiens burkinabés les plus connus.
Les 8 City d'Or reconnaissent l'immense parcours de ces comédiens de talent. Cette année, on a décidé de rendre hommage, comme les autres années, à un comédien qui a tracé les sillons. Et cette année, c'est vraiment Abdoulaye Komboudri que nous célébrons avec bien d'autres personnes. Et nous souhaitons que les uns et les autres puissent garder en mémoire qu'après les applaudissements et après toutes les émotions que les comédiens nous apportent, nous devons aussi les célébrer. Voilà, il ne faut pas attendre qu'ils cassent la pipe avant de commencer à les célébrer. Les 8 City d'Or se poursuivent ce soir avec notamment le face-à-face humoristique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Des masques dans les rues à Bobo-Dioulasso, c'est un rendez-vous annuel qui fait le bonheur de plus d'un Assia. Les promoteurs du festival ont avant tout pour ambition de pérenniser certains pas de danse, peu connus surtout de la jeune génération, le lancement de Carbo Masque avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. Et de 5 pour le Carbo Masque, Carnaval des masques Bobo. Une initiative de valorisation et de pérennisation de la culture Bobo. Nous essayons de faire chaque année, nous invitons quelques villages à quelques kilomètres de Bobo pour venir faire un peu les pas de danse que nous sommes en train de perdre. Et il y a aussi beaucoup de gens, quand ils commencent à voir des masques, ils ont peur. Donc s'il y a un carnaval comme ça, ils peuvent s'approcher pour vraiment voir les masques et puis les toucher. Parce que c'est des masques qui ne sont pas sacrés. C'est des masques qui sont faits uniquement pour le carnaval, il n'y a rien de sacré dedans. Prennent part à cette 5e édition des masques venus de quelques villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso et ceux venus de la commune urbaine de Saint-Dou. Ce soir, on a fait l'ouverture et à partir de 20h, il y a les musiciens de Bobo qui vont passer, des musiciens traditionnels. Et à partir de demain, 10h30, il y a les villages de Dafinso et les villages de Doufikiso qui vont danser de 10h30 à 14h. Et les mardis, il y a les villages de Desso, de Saint-Dou et de Dioulasso qui vont faire la clôture. Le carnaval des masques Bobo édition 2020 se tient du 27 au 29 décembre 2020, soit 3 jours pendant lesquels les populations de Sia pourront s'abreuver à la source de la culture Bobo. Et voilà qui nous conduit à l'actualité hors du Burkina Faso et nous allons au Niger où les résultats provisoires de l'élection présidentielle donnent Mohamed Bazoum en tête avec 39% des voix. Arrive en deuxième position Mahaman Ousmane qui totalise 16,99% des suffrages exprimés. Les deux sont donc qualifiés pour le second tour annoncé pour le 20 février prochain. Voyons cela. Au Niger, la commission électorale a donné les résultats du premier tour de la présidentielle tenu le 27 décembre dernier. Les candidats Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane devront être désormais départagés par un second tour, attendu le 20 février prochain. Aucun des concurrents n'a passé la barre des 50% des voix exigées. Mohamed Bazoum a recueilli 39,33% des suffrages contre 16,99% pour l'ancien président de la République. Avec ce second tour, les cartes sont rebattues. Le poulain d'Issoufou Mahamadou devra donc chercher une alliance s'il veut succéder à son mentor. Bien que très peu connu sur la scène politique internationale, Mohamed Bazoum jouit d'un électorat très favorable au président sortant Mahamadou Issoufou. Quant à Mahaman Ousmane, arrivé second, il pourrait être plébiscité par la nouvelle alliance dénommée Coalition pour l'alternance 2020-2021. Une coalition mise en place en prélude à la présidentielle. Elle a promis de soutenir le candidat qui arriverait second au scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Mahaman Ousmane du RDA Tchandji a dirigé le Niger de 1993 à 1996 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Et aux États-Unis d'Amérique, voici Donald Trump désavoué par les élus républicains du Sénat avec leurs collègues démocrates. Ils ont voté pour contourner le veto du président sortant sur le budget de l'armée. C'est une humiliation pour Donald Trump. Le Congrès américain a approuvé à une large majorité le budget de la défense. Le président y avait posé son veto. Un veto qui avait provoqué la consternation au sein même de son parti.
Au Sénat, les républicains ont donc majoritairement soutenu le vote. Leur chef de file n'a pas cédé à la pression du bureau ovale. Cette année, la commission des armées a veillé sur nos troupes et notre nation. Il faut maintenant faire aboutir ce projet de loi. Cette claque intervient alors que les élus de son propre parti sont de plus en plus nombreux à reconnaître sa défaite à la présidentielle. Donald Trump s'est opposé au budget de la défense, le jugeant trop favorable à la Chine. Il lui reproche également de ne pas inclure l'abolition d'une loi, dite article 230, protégeant le statut juridique des réseaux sociaux qu'il accuse d'être biaisé contre lui. Le texte empêche aussi Donald Trump de réduire la présence militaire américaine en Allemagne, en imposant un délai de 120 jours avant une telle mesure. D'ici là, son successeur Joe Biden sera aux commandes de la Maison-Blanche. Voilà qui met fin aux actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée à tous en compagnie des programmes de la télévision de Burkina.